Bien, je vous propose de commencer cette réunion intitulée comité de projet et non plus comité de pilotage. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur Masson qui suit ce dossier depuis quelques années, monsieur le président du CESEM, je salue les élus ici présents, vous tous en vos grades et qualités, pour vous dire que nous sommes depuis la venue du président de la République dans un cycle de comités, de conférences et de réunions de travail qui montrent bien que Mayotte se prépare à son avenir. On a eu la semaine dernière une première réunion de travail sur la convergence sociale. Elle a donné lieu à des débats intéressants, vifs, nombreux, qui ont montré évidemment ce que vous connaissez bien, qui sont les attentes de nos compatriotes mahorais. Nous abordons aujourd'hui une nouvelle réunion, la première. Je dis la première parce que ça ne sera forcément pas la dernière, qui va nous conduire à évoquer un certain nombre de sujets concernant le projet de piste longue, dans le Nord, et les avantages que ce projet ouvre. Nous avons, dans cette phase préparatoire, communiqué aux élus un certain nombre de rapports techniques de la DGAC, pour l'essentiel, qui expliquent le choix du président de la République. Ce choix du président de la République, qui est un choix qui a évolué, mais dans cette évolution, il a pris en compte ces dossiers techniques de la DGAC qui ont démontré la faisabilité ou la non-faisabilité du projet à tel endroit ou tel endroit. Donc moi, je ne suis pas là pour relancer un débat. Ce débat, à mon sens, est clos. Nous allons y revenir dans notre réunion avec un document qui vous sera remis. Il ne s'agit pas non plus de polémique. Cette réunion n'est pas une réunion qui a vocation, encore une fois, à se lancer dans des polémiques. C'est une réunion qui a pour objet de se mettre maintenant en mode projet et de se tourner vers l'avenir avec cette idée principale qu'il faut désormais avancer sur ce sujet. Nous y reviendrons sur un certain nombre de plans techniques, puisque je crois nécessaire, nous avons cru nécessaire avec M. Masson, de présenter le résultat de ces études pour tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, tordre le cou à un certain nombre de fabrications qui ne répondent pas à des données scientifiques, et pour installer le sujet dans sa solidité et installer le projet dans son développement. Donc voilà un peu l'objet de cette réunion. Je suis, je ne vous le cache pas, un peu surpris d'une réunion qui a été programmée depuis maintenant une quinzaine de jours, sur laquelle nous avons envoyé beaucoup d'invitations, très largement, tous les élus, toutes les forces vives du territoire, notamment les entreprises, les représentations professionnelles. Je salue les organisations syndicales ici présentes qui s'intéressent au sujet parce que c'est un sujet structurant. Mais je suis un peu surpris d'une assemblée clairsemée. Comme si ce sujet d'1,2 milliard finalement n'emportait que peu d'engouement. C'est un projet de territoire. C'est un projet de développement et de positionnement de Mayotte dans son espace régional. On aurait pu espérer que pour cette première réunion, on ait un peu plus de présence. Je m'en désole. On ne pourra pas nous dire que l'État n'a pas ouvert le débat. Il l'ouvre. Il l'ouvre avec ceux qui sont présents. Mais il y aura évidemment d'autres réunions de travail dans le cadre de ce projet. En tout cas, aujourd'hui, c'est un T0, un point de départ sur lequel nous allons vous présenter un certain nombre de choses et sur lequel je vous propose de travailler désormais en écoutant et les uns et les autres sur les sujets qui vous préoccupent. Voilà quelques mots d'introduction.
Je vais laisser la parole au vice-président du conseil départemental en charge des transports pour compléter, abonder et faire ses commentaires. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président de l'ELCO Petite Terre, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, je tenais à remercier monsieur le préfet d'avoir ouvert ce débat qui nous permettra d'échanger et de pouvoir donner, chacun puisse donner son avis, effectivement obtenir des réponses quant aux études qui ont été menées. Au département, au conseil départemental, nous avons mené un débat vif, houleux, et nous avons délibéré. Chacun a donné sa position, en tout cas au niveau des conseils départementaux. J'attendais à ce qu'il y ait les maires, quand même, pour donner leur avis sur un dossier, comme a dit monsieur le préfet, aussi important pour le territoire, et qui conditionne un peu la vie de notre territoire de demain. Comme vous le savez, je ne vais pas m'en cacher, je suis de Petite Terre, de ce territoire où je suis très attaché, profondément attaché à cette piste longue. Et néanmoins, nous devons avancer, comme a dit monsieur le préfet, et c'est le président de la République qui a positionné, a donné son avis très clair sur ce projet. Néanmoins, nous devons échanger et comprendre les tenants et les aboutissants de cette étude et de voir comment, monsieur le préfet, nous pourrons rallier nos idées, nous pourrons rallier nos propositions pour avancer, parce que c'est le plus important. Mais nous, les gens de Petite Terre, nous nous inquiétons, monsieur le préfet. Nous sommes très inquiets quant à l'avenir de ce territoire. Aujourd'hui, les études ont montré effectivement une montée des eaux et un rafraîchissement de la piste longue et notamment de la Petite Terre. On s'inquiète sur la sécurité des habitants. Nous avons été interpellés dessus et il faudrait sécuriser la Petite Terre. Et l'avenir de la Petite Terre, c'est quoi? S'il n'y a plus de piste longue, qu'est-ce qu'on va faire de la Petite Terre? Quel avenir, quel modèle économique nous allons pouvoir donner à la Petite Terre pour qu'il y ait des activités économiques, pour que la Petite Terre existe aux côtés de la Grande Terre, avec toute sa place, avec sa jeunesse, qui est quand même une jeunesse très vivante. Et comme vous le savez, au fur et à mesure des années, dans le temps, on a vu en Petite Terre les administrations partir vers la Grande Terre. Nous avons vu des entreprises quitter la Petite Terre et une économie qui est devenue peu à peu inexistante et qui s'est effritée. Donc, nous souhaitons, monsieur le préfet, que l'État puisse nous garantir également un avenir aux côtés de la Grande Terre, nous garantir une sécurité sur nos habitations, sur nos investissements, et puis nous garantir également que ce projet sera un projet de Mayotte et que les Mahorais trouveront leur place et que la Petite Terre trouvera les places dans Mayotte. Je veux dire, nous sommes des gens responsables. Et en toute, je vais dire, idée partisane, nous sommes là pour construire demain. Nous sommes là pour construire l'avenir. Et les élus de Petite Terre ont délibéré aussi en s'inquiétant effectivement de beaucoup de questions. Les opérateurs qui sont là, notamment M. Moïse, qui est un opérateur de la place, qui est venu ici, s'inquiétait également. Donc, tout le monde s'inquiète. Et il est de nature, lorsqu'on s'inquiète, monsieur le préfet, de se poser des questions et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Je vous remercie.
Je ne vais pas m'éterniser sur le débat. S'il y a d'autres questions, nous les poserons. Et en genre responsable, nous devons enterrer la hache de guerre. Et je vous demande, et je demande à l'État d'écouter la population, d'écouter les élus pour que nous puissions avancer réellement. Le débat, il a eu lieu et il aura lieu puisqu'il faut écouter aussi la population, les forces vives, la population, pour que nous puissions ensemble partir sur cette piste longue. Merci, Monsieur le Préfet, merci à vous, merci et bonne séance de travail. Bien, en attendant que le diaporama se mette en place, bonjour à tous. Je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Christophe Masson. Je suis délégué à la piste longue de l'aéroport de Mayotte. Je suis sur ce dossier depuis 2019 maintenant, c'est-à-dire quand le président de la République est venu à Mayotte pour relancer le projet. Et je suis en permanence à Mayotte depuis déjà quelques années. Et donc je poursuis sur ce projet et donc comme l'a indiqué Monsieur le Préfet, aujourd'hui je vais vous présenter un peu les résultats des différentes études qui ont été menées, qui ont amené donc aux orientations et qui ont été définies par le Président de la République. Alors pour évoquer le sujet de la piste longue, le premier point c'est d'évoquer déjà de parler de l'aéroport actuel. Dans un second temps, je vous indiquerai donc les projets qu'il y a eu de recherche d'implantation de la piste longue. Et ensuite, j'évoquerai plus spécifiquement la comparaison donc, entre les deux sites dont vous avez tous entendu parler, naturellement le site de Pamandzi actuel et puis le site de Buyunim Sangamouji. Donc pour commencer, je vais vous parler du site de l'aéroport actuel et des contraintes en fait qui pèsent sur cet aéroport. Alors, il y a certaines contraintes que tout le monde connaît depuis longtemps, puisque c'est l'origine en fait du besoin de la piste longue. Donc, c'est une longueur de piste aujourd'hui qui ne fait que 1930 mètres et qui ne permet pas de faire des liaisons directes par tout temps, donc entre Mayotte et la métropole. Et donc, ça nécessite systématiquement des escales, soit à La Réunion, soit à Nairobi. Première contrainte, une longueur de piste. Deuxième contrainte, les obstacles. Alors, les obstacles, je vais vous montrer un peu sur la diapo, c'est pas seulement la colline qui est sur Pamandzi et l'abattoir, mais c'est aussi en bout de piste, finalement, tout le développement urbain. Tout ça constitue des obstacles au regard de l'aviation. Et du coup, ça réduit encore un peu la piste, en fait, les possibilités d'utiliser la piste, parce qu'il y a toute une partie qu'on ne peut pas utiliser. Je ne veux pas vous utiliser les termes techniques, mais comprenez bien que, compte tenu des obstacles, finalement, il y a une partie qu'on n'utilise pas sur l'extrémité côté urbanisation. Ces obstacles, ils ont quoi comme conséquence ? Ils ont comme conséquence, et c'est rare dans les aéroports dans le monde, c'est que les pilotes doivent être formés spécifiquement pour venir sur l'aéroport de Mayotte. Donc quand vous cumulez à la fois la longueur de piste et cette nécessité de former les pilotes d'une compagnie aérienne, vous voyez tout de suite que tout ça, c'est des freins finalement à la concurrence et à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes sur le site de Mayotte. Alors l'autre contrainte que l'on a structurellement aussi sur l'aéroport, c'est la faiblesse en surface. Et donc, on a projeté les choses en fonction de l'évolution du trafic en réorganisant avec la piste actuelle, sans piste longue, avec la piste actuelle et en réorganisant les choses, le site sera saturé à 900 000 passagers. Or, les prévisions sur le moyen-long terme vont au-delà des 900 000 passagers. Donc, ça veut dire que la situation aujourd'hui de l'aéroport tel qu'il est ne permettrait pas d'absorber donc tous les passagers futurs qui sont prévus sur l'aéroport de Mayotte. Maintenant, il y a d'autres contraintes qui sont apparues en 2018. Vous avez tous en tête le volcan Fani Maoré, donc qui s'est créé en 2018. Alors, je vous ai remis un peu une explication pour que chacun comprenne bien finalement ce qui s'est passé en 2018, en particulier par rapport au sujet de submersion marine, mais aussi des autres risques naturels qui découlent de l'activité sismovolcanique qui est présente aujourd'hui autour de l'aéroport.
Donc vous avez le volcan qui s'est formé donc à peu près à 50 km à l'est de Petite Terre. Vous voyez, il a une profondeur assez importante, hein, ce qui fait que en cas d'éruption volcanique, comme ça s'était passé en 2018, visuellement on ne voit pas, puisque ça se passe finalement sous l'eau, les matériaux sortent sous l'eau, et on ne voit pas visuellement qu'il y a une éruption. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2018 ? Il faut imaginer que, alors, ici, vous avez en vert, là vous avez Grande Terre, et juste à côté vous avez Petite Terre, le petit élément en vert. Ici, donc entre 5 et 15 km à l'est de Petite Terre, vraiment en profondeur, vous avez ce qu'on appelle une chambre magmatique. C'est-à-dire c'est une chambre où il y a une réserve de magma. Et ce qui s'est passé en 2018, c'est que en fait, cette réserve magmatique, elle s'est vidée par l'intermédiaire du nouveau volcan Fani Maore. Et quand ça s'est vidé, l'effet qu'il y a eu, vous voyez à travers les flèches, c'est qu'en fait l'ensemble s'est baissé et l'île de Mayotte s'est enfoncée au niveau de l'aéroport, donc de 19 cm, et s'est également un peu déplacée vers l'est. Ça, c'est ce qui explique l'enfoncement de l'île de 19 cm au niveau de l'aéroport qui s'est produit en 2018. Maintenant, les spécialistes, notamment l'Institut de physique du globe de Paris, hein, qui suit l'activité sismovolcanique là, dans le secteur, nous dit l'enfoncement il va se poursuivre dans le temps. Donc on a pris des hypothèses en lien donc avec les spécialistes, des hypothèses à la fois sur l'enfoncement, mais aussi des hypothèses compte tenu des risques sismiques qu'il y a aujourd'hui, puisqu'il faut bien voir que à l'heure actuelle, vous avez toujours dans le même secteur, entre 5 et 15 km à l'est de Petite Terre, toujours dans ce secteur-là, c'est ce secteur qui concentre aujourd'hui les épicentres des séismes que l'on a journellement sur Mayotte. Il faut bien savoir qu'en ce moment, vous avez à peu près 400 séismes par mois avec des épicentres essentiellement concentrés sur cette zone. Il y a quelques séismes que l'on ressent de temps en temps. La plupart, on ne les ressent pas, mais il faut bien se dire qu'il y a environ 400 séismes par mois sur ce secteur. Donc, pour tenir compte de tout ça, donc on a pris des hypothèses, naturellement, pour dresser un peu notre projet. La première chose, donc, vous avez ici la représentation de l'enfoncement de l'île qui aura sur 100 ans, puisque quand on dimensionne une infrastructure comme un aéroport, on regarde les choses sur une centaine d'années. Donc sur une centaine d'années, ce qui est prévu, c'est que l'île, c'est le premier niveau, l'île s'enfonce, et donc globalement, il y aurait une différence de 78 cm. En même temps, c'est l'autre phénomène, c'est le changement climatique. Le changement climatique, il a pour effet que le niveau des mers augmente. Sur 100 ans, autour de Mayotte, les prévisions qui sont faites par le GIEC, c'est 1,50 m. Donc il faut imaginer que sur 100 ans, au global, quand on prend l'enfoncement de l'île plus le changement climatique, l'effet, il est d'une augmentation du niveau des eaux de 2,28 m. Alors ça se fera progressivement, on le voit hein, d'ailleurs, hein. On le voit déjà en ce moment que les choses sont progressives. Concrètement, quels sont les effets autour de l'aéroport ? Déjà, on le voit aujourd'hui, hein. Je disais c'est progressif, mais de plus en plus, on a des submersions de la piste, où il y a des fois les vols sont obligés d'être décalés ou annulés, parce que justement la piste n'est plus praticable à cause de l'eau qui arrive dessus. Là, vous avez une photo où vous avez le lagon qui arrive sur la piste. Maintenant, vous avez sur cette diapositive la représentation de ce que donneraient en fait les submersions. Donc là, vous avez la situation actuelle, submersion sur les grandes marées, sans même ajouter de la houle. Hein. Donc vous voyez que là, la piste, elle est là. Et donc à ce niveau-là, on voit justement les submersions qui existent déjà aujourd'hui. Voilà sur 100 ans, au bout de 100 ans, ce que ça donne. La submersion au niveau de l'aéroport, elle arrive jusqu'à l'aérogare. Donc vous voyez la progression qu'il va y avoir. Naturellement, comme je disais, hein, c'est quelque chose qui sera progressif. Et dans nos prévisions, on a regardé un peu les récurrences de submersion de la piste. Et on considère qu'à partir de 2035,
c'est demain, 2035. À partir de 2035, on aura de gros problèmes d'exploitation sur la piste à cause de ces submersions régulières qui arriveront du lagon. Donc ça, c'est le phénomène de submersion marine. Il n'y a pas que ça comme phénomène qui est lié à l'activité sismo-volcanique, il y a le risque de tsunami. Alors, qu'est-ce que c'est le risque de tsunami lié à l'activité finalement du volcan et de l'ensemble de la chambre magmatique? Auparavant, avant 2018, il y avait des risques de tsunami. C'était des tsunamis qui arrivaient d'Indo-Pacifique. Mais je dirais quand ils arrivaient sur Mayotte, je qualifiais de vaguelettes qui arrivaient, quoi. Mais c'était plus véritablement un tsunami. Là, c'est tout à fait autre chose. Pareil, les spécialistes du volcan ont identifié certaines zones sous-marines qui pourraient s'effondrer du fait des séismes que l'on a aujourd'hui, des séismes récurrents. Parmi toutes les zones qui ont été identifiées, il y en a deux qui, pour nous, nous concernent plus spécifiquement par rapport à l'aéroport. C'est une zone qui est appelée Piton 2000, ou Pente Sud, je ne sais plus le fait. Enfin, il y en a une qui est juste à l'est de Petite Terre, et il y en a le point jaune là, que vous voyez à droite, et le point jaune qui est à gauche, il est situé environ au niveau de la passe en Ness. Ce qu'il faut voir, c'est que Mayotte, en fait, c'est le sommet d'une montagne sous-marine, c'est ce qui sort de la montagne, quoi, en fait. Et vous avez sur les flancs de cette montagne sous-marine, donc des zones qui peuvent s'effondrer. Les zones qui peuvent s'effondrer, c'est des très gros volumes de matériaux. C'est 200 millions de mètres cubes d'un seul coup qui pourraient tomber dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand ça tombe dans l'eau? Ça crée un mouvement de fond qui remonte, qui ensuite commence à créer une petite vague. Et plus on se rapproche finalement du littoral, plus la profondeur est faible, plus la vague devient importante. Et donc c'est ce phénomène que l'on a intégré également dans les études et qui devient une contrainte par rapport au site de Pamandzi. Alors pareil, qu'est-ce que ça donne si on a un tsunami? Toujours lié à ces deux zones. Plusieurs choses. Je vais commencer par la photo du bas. La photo du bas, c'est l'extrémité actuelle de la piste. L'extrémité actuelle de la piste, probablement qu'elle partirait dans l'eau, parce que les protections qui sont autour de cette piste aujourd'hui ont été dimensionnées pour des cyclones et non pas pour les tsunamis tels qu'ils sont identifiés aujourd'hui. Donc cette extrémité serait fusible. L'autre chose, c'est que vous voyez donc en couleur, pareil, là, sur l'extrémité, les zones qui seraient concernées en fait par les vagues de tsunami. Donc vous voyez aujourd'hui sur l'aéroport, il y en a une partie naturellement qui arriverait sur la piste. Vous voyez les couleurs. Pourquoi il y a des couleurs sur l'extrémité sud? Justement, c'est parce que la force des vagues sur l'extrémité sud est encore plus importante que sur la partie nord en fait de l'aéroport. Donc ce secteur est très sensible et donc, comme je disais, l'extrémité serait fusible. Mais on voit bien aussi, donc ça c'est la situation actuelle en cas de tsunami, la situation sur Tantande, là aussi, on voit que les vagues arriveraient jusque dans l'aérogare. Donc pareil, quelque chose qui se fera progressivement en fonction de la montée des eaux et en fonction de l'enfoncement de l'île. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte pour que l'infrastructure que l'on mette en place soit résiliente. Troisième élément qui est lié également à l'activité sismo-volcanique et en particulier au séisme, c'est la fragilisation des sols que l'on a au sein de l'aéroport. L'aéroport, vous avez vu, c'est une surface relativement plate qui est vraiment quasiment au niveau du milieu marin et donc il y a une partie aussi qui est immergée qu'on appelle le platier. Il faut savoir que les sols, en fait, dans cet endroit-là, sont composés de différentes couches. On a une juxtaposition de couches d'éléments, des éléments durs, des éléments qui sont composés de ce qu'on appelle de sable lâche, c'est-à-dire c'est des sables qui, normalement, sont à l'état solide, mais du fait de séisme, redeviennent liquides. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent liquides, et en plus, qu'il y a des mouvements d'eau avec les marées, en fait, c'est des matériaux qui s'en vont. Et donc, ça fragilise considérablement la piste. On a aussi des couches d'argile, des argiles qui se tassent. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est encore plus fondamental qu'on le constate aujourd'hui. On le constate aujourd'hui, notamment avec des mesures très récentes qui ont été faites fin d'année dernière et même début de cette année. On constate que ce phénomène de fragilisation des sols est en cours au niveau de l'aéroport.
Ça conditionne quand même énormément de choses pour ce site. L'autre élément aussi, alors vous voyez un exemple hein, sur cette photo, vous avez, qui est prise en fait sur le bord du platier, sur le tombant, où vous voyez donc des éléments durs, et puis au milieu, vous avez ici une zone de sable qui à un moment donné va partir sous l'effet des séismes, ce qu'on appelle les sables lâches. L'autre élément, c'est que si on veut prévoir une infrastructure, si on est sur des sols qui se fragilisent, on ne peut pas prévoir juste des fondations superficielles de ces ouvrages. Ça veut dire qu'il faut aller chercher en profondeur pour bien asseoir en fait les ouvrages. Et ce qui est important, c'est que autant il y a 3 ans, on considérait que c'était plus une hypothèse en fait hein, de fragilisation des sols. C'est plus une hypothèse maintenant, c'est un constat. On fait le constat qu'effectivement il y a des soucis aujourd'hui de ce côté-là. Alors, en faisant ce constat-là, je dirais la première chose, c'est de regarder comment on peut maintenir l'exploitation de l'aéroport tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a regardé finalement quel serait le projet qu'il faudrait faire pour tenir compte des différents éléments, hein, la hausse du niveau de la mer, les tsunamis et puis les séismes. En fait, ce qu'il faudrait faire donc, sur la piste actuelle, hein, là je ne parle pas de piste longue, hein, on garderait la même longueur, c'est un scénario que l'on se doit de regarder. Donc il faudrait rehausser la piste d'environ 5 mètres sur la partie nord. Il y aurait entre autres le dépôt de carburéacteurs à déplacer. Pour faire ces remblais, il faut aller chercher les matériaux sur grande terre parce que les matériaux de petite terre ne sont pas de qualité suffisante, notamment pour faire les chaussées. Donc il faut aller chercher beaucoup de matériaux sur grande terre. Donc ça veut dire qu'avant, il faut réaliser des infrastructures portuaires, routières, pour pouvoir ramener tous ces matériaux. C'est des contraintes, hein. Forcément il y aura des nuisances urbaines pendant les travaux, mais aussi des nuisances environnementales. On peut dire, même si c'est à terre, on est dans le milieu marin, hein, autour de l'aéroport. Mais surtout, pour pouvoir réaliser ces travaux-là, ça nécessite de fermer l'aéroport complètement pendant 18 mois. Donc 1 an et demi de fermeture de l'aéroport. Bon, je pense que ce n'est pas vivable. Coût d'investissement de 450 millions, mais on ne traite toujours pas avec ces 450 millions le phénomène de fragilisation des sols qui est en cours. Donc c'est un scénario qui a été regardé, mais qui, j'irais au regard de plusieurs phénomènes qui n'est pas considéré comme viable. La première chose, c'est qu'il y a des grosses incertitudes en fait sur l'évolution de l'activité sismo-volcanique. J'ai parlé des hypothèses de subsidence, donc d'enfoncement de l'île, mais ça reste des hypothèses, c'est-à-dire que ça pourrait être plus que ce qui est imaginé aujourd'hui. Quelle serait l'ampleur aussi des effondrements sous-marins, notamment qu'est-ce qui peut se passer dans cette zone-là qui concentre tous les épicentres des séismes, qu'on appelle la zone du fer à cheval? Est-ce que potentiellement il pourrait y avoir des effondrements aussi dans ce secteur? Ça, c'est quelque chose qui est regardé aujourd'hui et qui pourrait générer des tsunamis qui seront certainement plus forts que ceux qu'on a simulés aujourd'hui avec les données des spécialistes. Après aussi les conséquences d'un fort séisme, notamment sur la fragilisation des sols, qui serait encore plus accélérée. Ça veut dire que le scénario de maintien finalement de l'aéroport actuel engendrerait un projet avec une piste qui ne serait pas résiliente. D'une part, l'extrémité sud pourrait partir en cas de tsunami. Mais aussi, on a le problème de la stabilité des sols qui n'est pas résolu, c'est-à-dire qu'on aura toujours finalement un sol qui, à un moment donné, déformera et dégradera le remblai qu'on pourrait faire sur la piste actuelle. Néanmoins, même si ce scénario finalement n'est pas réaliste, hein, compte tenu de tous ces éléments, il faut maintenir quand même l'aéroport en fonction tout le temps qu'on n'avait pas une piste longue, parce que face à un constat comme ça, la solution, elle doit être trouvée justement à travers le projet piste longue. Mais avant le projet piste longue, naturellement, il faut maintenir l'exploitation de l'aéroport. Et maintenir l'exploitation de l'aéroport, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour traiter le cas de fragilisation des sols, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des travaux de renforcement réguliers sur la piste qui permettront donc de maintenir l'activité.
donc jusqu'à temps qu'on ait la mise en service de la piste longue. Et l'autre chose, c'est il faut qu'on ait également une surveillance et des mesures d'exploitation pour faire face notamment aux submersions de la piste. Voilà, donc j'irai la conclusion de tout ça, c'est que le maintien d'exploitation de l'aéroport actuel, c'est pas viable sur le moyen long terme. Par contre, sur le court terme, il faut le travailler tout le temps qu'on n'a pas la piste longue. Donc j'en viens tout naturellement à la piste longue, sachant qu'au regard de ce qui vient d'être dit, il faut une piste longue résiliente. Alors, pour définir un peu le projet de piste longue, on a repris un peu toutes les études d'implantation. Alors, il faut savoir que les toutes premières études d'implantation, et notamment qui avaient été présentées au niveau du débat public de 2011, datent des années 80. Donc, à l'époque, il y avait 4 sites qui avaient été identifiés, que vous voyez sur des petits ronds verts sur la carte. Donc, naturellement, il y avait le site de Pamandzi, il y avait le site des Badamiers, mais naturellement, compte tenu de la richesse aujourd'hui environnementale du site, il est hors de question de construire un aéroport dans ce secteur. Il y avait un site également sur Magicavo, et compte tenu du développement urbain notamment, mais aussi des contraintes environnementales, c'est hors de question non plus de construire un aéroport dans ce secteur. Et il y avait aussi sur Tsingoni, et on voit la petite zone bleue à l'extrémité de la piste, c'est un projet qui touchait notamment à la retenue collinaire et qui est dans un environnement aussi qui nécessiterait beaucoup de terrassement et des impacts environnementaux très forts. Donc là aussi, ça confirme que ces 3 projets alternatifs ne sont plus réalisables aujourd'hui. Néanmoins, on a recherché d'autres sites. On a pris, je dirais, tout sur Grande Terre et Petite Terre. Sur Petite Terre, on n'a pas trouvé de nouveaux endroits pour implanter une piste. Sur Grande Terre, on a recherché donc un peu globalement partout. Alors, vous voyez pas tellement de sites sur la partie centrale parce que entre le mont Chungi et le mont Benara, le relief empêche de mettre un aéroport. On a quand même testé dans la partie sud, même si on est près du mont Chungi, on a testé Dapani puisqu'il y avait une piste ULM, donc on a regardé si c'était possible. Mais là, pour des raisons de terrassement qui seraient vraiment extrêmement importants, mais aussi d'impact sur le milieu marin puisqu'il faudrait empiéter sur le lagon, cette solution n'est pas viable. Alors d'autres sites qui ont été identifiés, un site sur Kuala-Légion. Celui-là, on l'a éliminé très rapidement parce qu'il est très mal orienté par rapport au vent dominant et donc ça serait très contraignant par rapport à la navigation, enfin à l'atterrissage des avions qui auraient des vents de travers quasiment constamment. Ensuite, on avait un autre site du côté de Tsingoni, là aussi, qui n'est pas bien orienté par rapport au vent dominant, mais aussi qui aurait des impacts forts en matière de terrassement. Vous en avez 2 autres aussi sur Akwa et Msangamuji. Là aussi qu'on a éliminé très rapidement parce que c'est des volumes de terrassement qui sont disproportionnés. Et il faudrait faire entre 100 millions et 200 millions de terrassements pour réaliser ces aéroports et c'est hors de proportion pour un tel objet. Et par contre, donc, on a le site de Buyuni Msangamuji, donc sur la partie nord-ouest, donc on va dire sur la RD2, qui lui est dans un secteur, même si c'est un peu vallonné. On voit bien pour ceux qui connaissent les lieux, c'est quand même un peu un plateau tout en haut. Et donc le relief est quand même moins accidenté par rapport au reste de Mayotte. Et donc c'est là où on a pu étudier un autre projet. Voilà, donc on a vraiment regardé partout sur Mayotte. Alors c'est des sites qui n'ont pas été identifiés dans les années 80, mais c'est très simple, je vais vous donner la raison. C'est que pour ceux qui travaillaient déjà dans les années 80, comme moi, on n'avait pas d'ordinateur à cette époque-là. On commençait tout juste à avoir les ordinateurs dans les bureaux d'études. Donc naturellement, nos outils aujourd'hui pour simuler des projets sont bien plus importants que ce qu'on avait aujourd'hui, ce qui nous a permis de dégager justement et de regarder des nouveaux sites. Alors, j'en arrive donc aux 2 sites qui ont été identifiés, donc le site de Pamandzi et j'évoquerai ensuite le site de Buyuni Msangamuji. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le projet sur le site de Pamandzi? Alors, sur le site de Pamandzi, tel qu'on l'a étudié au départ, c'est-à-dire c'était un projet qui était sur remblai digue, c'est-à-dire qu'on remblayait, on mettait la piste en hauteur sur des matériaux en remblai. La première chose, c'est que c'est une piste de 2600 mètres. 2600 mètres avec toujours, comme j'ai indiqué tout à l'heure, les 90 mètres au bout, à l'extrémité sud, qui seraient fusibles.
2600 mètres et c'est pas possible de faire plus. C'est pas possible de faire plus parce que à cette extrémité-là, donc à l'autre extrémité, c'est pas la peine, ça résisterait encore moins au tsunami et ça a des impacts environnementaux beaucoup trop importants. Et sur la partie nord, on peut pas prolonger. Tout simplement, c'est qu'on est sur des grands fonds. On passe le platier, on est sur des grands fonds et là, on ne sait plus faire une infrastructure avec de telles profondeurs. Donc 2600 mètres maximum. C'est important que je vous dise ça parce que, notamment par rapport aux flottes d'avions qui peuvent venir, il y a certains avions qui ne passeraient qu'à 85% de leur capacité. C'est notamment la 330 Neo qui est exploitée aujourd'hui par Corsair, mais aussi la 350 000 qui est une très forte capacité, qui pourrait venir sur Mayotte, selon ce que nous ont dit les compagnies aériennes. Mais là aussi, il ne pourrait venir sur Pamandzi qu'à 85% de la capacité. Tout ça, ça joue naturellement sur les coûts et au final, ça joue sur le prix du billet d'avion. L'autre élément sur Pamandzi, c'est qu'on a, comme j'ai indiqué aussi, une limitation au niveau des capacités de développement. Alors, on pourrait, avec une réorganisation complète de l'aéroport, notamment déplacer l'aérogare, faire des nouveaux parkings avions, ainsi de suite, aller jusqu'aux 1,2 million de passagers qui sont prévus en 2050. Ça serait compliqué quand même d'aller plus loin. Et surtout, on n'a pas de place pour faire du développement économique autour. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 hectares utilisés pour du développement économique et à terme, on pourrait peut-être avoir 5 hectares supplémentaires, ce qui est vraiment extrêmement réduit par rapport à une activité aéroportuaire. Donc, en termes de dispositions constructives, ce qu'on avait regardé au départ, c'est donc, comme je disais, un système de remblai-digue et on avait un coût d'investissement donc, qui est évalué à 1,1 milliard d'euros, qui comprend non seulement la piste, mais aussi la réorganisation de l'aéroport pour pouvoir absorber la hausse de trafic sur du moyen terme. Néanmoins, on est comme dans le scénario que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le scénario de maintien de l'exploitation de l'aéroport avec la piste actuelle. On a les mêmes contraintes, avec des incertitudes sur l'évolution de l'activité sismo-volcanique, qui aurait des conséquences sur l'infrastructure. Donc je ne vais pas tout relister, mais c'est subsidence, l'effondrement de la chambre magmatique, des séismes de forte magnitude. Mais surtout, ce qui est important, c'est au-delà même du fait que l'extrémité de la piste serait fusible, c'est que la stabilité du sol n'est pas garantie sur un projet comme celui-là qui est sur des fondations superficielles. Et donc ça veut dire, vu que cette fragilisation des sols est en cours, cette solution technique, maintenant, pour nous, elle n'existe plus. C'est-à-dire que c'est un projet qui, techniquement, n'est pas fiable. Donc on passe sur un autre projet. Donc ça, c'est très clair. Nous, ce qui est important sur un projet comme ça, étant donné que le sol se fragilise, dans le secteur où justement on constate ces fragilisations, où on a beaucoup de circulation d'eau, il faut passer à d'autres dispositions constructives, des dispositions constructives qui ont des fondations profondes. Et donc c'est le projet technique que l'on a aujourd'hui, donc je dis bien celui-là n'existe plus techniquement, puisqu'il n'est pas fiable, au regard des dernières constatations. Et donc le projet sur Pamandzi qui permet de répondre mieux finalement aux incertitudes sur l'évolution du risque sismo-volcanique. Pourquoi il répond mieux ? D'une part, c'est que la piste, j'expliquerai pourquoi, il faut la mettre plus haute que sur un remblai-digue. Un remblai-digue, c'est à peu près à 8 mètres d'altitude. Là, il faut la mettre à 11 mètres. Pourquoi il faut la mettre à 11 mètres ? C'est la solution, en fait, c'est une dalle béton qui va être reposée sur des pilotis. Et il faut que les vagues, que ce soit des vagues cycloniques ou des vagues de tsunami, passent sous cette dalle et ne viennent pas, en fait, sous la dalle et soulever la dalle. Donc ça veut dire que la piste, elle va être plus haute. Dès lors qu'elle est plus haute, on a plus de marge en fait par rapport à un enfoncement de l'île. Donc ça répond mieux finalement aux incertitudes. Ça répond pas mieux sur des incertitudes sur les forces de tsunami. Ça, on a toujours ce problème-là. Donc la solution technique, c'est de dire sur cette partie sud, là où le risque de fragilisation des sols est le plus important, on passe donc sur une solution technique de dalles sur pilotis et sur la moitié sud, on peut rester en remblai-digue. Alors naturellement, ça a des conséquences.
Je vais déjà vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est qu'une solution digue, dalle sur pilotis. Vous voyez le petit schéma ici. En fait, bon, il faut créer une grande dalle béton, hein, comme on a dans des bâtiments, sauf que la dalle béton, elle fait plus d'1 mètre d'épaisseur, avec des poutres en dessous qui font à peu près 4 mètres de haut. Et tout ça doit reposer sur des pilotis, en termes techniques, on appelle ça des piles. Ce qui est important de savoir, c'est que, donc, comme je disais, déjà la piste, elle sera à 11 mètres d'altitude. Tous ces pilotis doivent être enfoncés au minimum à 25-30 mètres dans le sol. Il est possible, compte tenu de l'hétérogénéité des sols, qu'on aille beaucoup plus bas. On pourrait peut-être atteindre 60 mètres pour atteindre du sol dur, par exemple. Bon, néanmoins, on est parti sur pour le moment des profondeurs raisonnables, sachant que chaque pile fait 1,50 m de diamètre. Mais surtout, on en a tous les 14 mètres, dans un sens et dans l'autre. Donc on a un quadrillage de 14 mètres par 14 mètres de piles. Ça veut dire que sur la moitié nord de la piste, il faudrait réaliser 1100 piles. Ça représente 600 mètres cubes de béton et 50 000 tonnes d'armature. C'est gigantesque hein, comme ouvrage en béton. C'est vraiment très très important comme ouvrage. Je vais donner l'élément de comparaison, mais c'est bien beaucoup plus que la voie du littoral, ce que l'on a sur la Réunion. En termes de surface, c'est beaucoup plus important. Il faut savoir que, par exemple, les piles sur la route du littoral, vous en avez à peu près, je crois que c'est 7 ou 8 tous les kilomètres. Nous, sur 1,5 km, on en a 1100 piles. Voilà. Il faut imaginer l'écart qu'il peut y avoir entre, pour vous donner un peu une référence de projet. Et le coût global de ce projet, donc on l'a chiffré, hein, donc je dis bien moitié projet piste de dalle sur pilotis, moitié remblai digue, c'est 7 milliards d'euros. C'est pas étonnant, hein, compte tenu de tous les ouvrages en béton qu'il y a réalisés. Et naturellement, pour réaliser cet ouvrage, pareil, hein, il faut aller chercher tous les bons matériaux qui sont du côté de Grande Terre. Donc, les contraintes de chantier sont importantes. Il faut aller chercher les bons matériaux sur Grande Terre, donc comme tout à l'heure, hein, il faut créer toutes les infrastructures portuaires au four à chaude, infrastructures portuaires à Argengois, puisque c'est dans ce secteur où on a identifié qu'il pouvait y avoir des bons matériaux. Des infrastructures routières aussi, parce qu'il est hors de question d'amener l'ordre de grandeur, c'est 4 millions de mètres cubes. On ne va pas faire transporter tout ça sur les routes existantes avec des camions. C'est un camion toutes les 30 secondes qui passerait pour réaliser l'opération. Donc il faut créer de nouvelles routes pour faire passer aussi les matériaux donc, du lieu de déchargement jusqu'au chantier. Mais il y a d'autres contraintes aussi qui sont encore plus importantes lorsqu'on veut réaliser le projet dalle sur pilotis. Alors c'est le petit schéma que vous avez en haut. Déjà, la première chose, vous avez en gris, là, en travers, vous avez finalement la future piste. Vous avez en rouge ce qu'on appelle la ligne des dégagements latéraux. J'explique ce que c'est. Vous avez la piste actuelle. Pour pouvoir faire décoller des avions sur cette piste à l'ouest ou les faire atterrir, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun, au-dessus de la ligne rouge. Or, il se trouve qu'en réalisant donc, sur une partie du chantier la nouvelle piste se trouve au-dessus. Donc ça veut dire que dans cette période-là de réalisation de la piste, il ne peut pas y avoir d'exploitation sur l'aéroport. L'autre élément, c'est que pour réaliser tout ce chantier, il faut des engins particuliers, tels que celui-là, qui est en photo, qui culmine à environ 25 mètres de haut. Mais là aussi, quand on réalise le chantier sur une des parties, on perce ce qu'on appelle la ligne de dégagement aéronautique, et là aussi, il n'y a pas d'exploitation de l'aéroport le temps qu'on réalise ces travaux-là. Et naturellement, ce n'est pas possible d'amener ces engins-là en début de nuit, de les retirer en fin de nuit. Ça, c'est exclu. C'est des trop gros matériels qui nécessitent un tel temps de mise en place qu'on ne peut pas se permettre de travailler que la nuit. Donc ça veut dire concrètement que pour réaliser le chantier, dans cette partie-là, puisqu'ici on est en remblai, donc il n'y a pas de problème pour réaliser le chantier, on le ferait de nuit. Ici, on est dalle sur pilotis, mais on est suffisamment loin de la piste existante. Par contre, ici, on est trop près de la piste existante. Ça veut dire que tout le temps qu'on réalise cette petite portion dans le cercle rouge, il ne doit pas y avoir d'exploitation de l'aéroport. Ça veut dire une fermeture de l'aéroport, là aussi, pendant 1 an et demi.
Et globalement, ce qu'on a évalué aussi, c'est le temps qu'on aurait aussi avec une piste courte. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, pour réaliser ce chantier-là, on commencerait, donc il faut commencer par ici, on progresse, donc on arrive là, 1 an et demi de fermeture de l'aéroport. Ensuite, on arrive jusqu'ici, on met en service une piste que je qualifierais de courte, et ici, on vient faire la fin par des travaux de nuit. Mais le temps qu'on a la piste courte, là, il faut que tous les vols fassent une escale, notamment à La Réunion. Pendant ce temps-là, il n'y a plus aucun vol direct. Et là, c'est pendant 3 ans pour faire le raccordement à l'extrémité sud. Durée globale des travaux pour un chantier comme ça, on l'a estimé à 9 ans. Donc vous voyez les contraintes quand même qui pèsent. Alors naturellement, on répond à la question de la fragilisation des sols, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Donc ça, ce projet, il est techniquement fiable. On répond donc à la fragilisation des sols. On améliore les choses par rapport aux incertitudes sur le risque sismo-volcanique, même si on n'y répond pas complètement, notamment par rapport au risque de tsunami. Donc voilà la présentation du projet tel qu'il est maintenant sur le site de Pamandzi. Alors j'en arrive à la présentation du projet maintenant sur le site de Bouyouni. Donc le site de Bouyouni, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une piste longue, mais c'est tout un aéroport en fait, parce que en créant donc une piste longue sur Bouyouni, c'est toute l'activité aéroportuaire qui serait transférée donc autour de cette piste, et donc c'est un nouvel aéroport qui reprendrait toutes les activités. La première chose, c'est qu'on peut faire une piste de 2730 mètres, c'est ce qui est prévu. Piste de 2730 mètres, il n'y a pas de contrainte par rapport aux capacités des avions, comme je les indiquais tout à l'heure, notamment la 330 Neo ou la 350 000. Ensuite, et si on veut aussi à l'avenir, si vraiment il y a des besoins, on pourrait aller plus loin que 2730 mètres. Ça nécessiterait des investissements lourds, mais c'est possible techniquement. En tout cas, ce n'est pas nécessaire dans l'immédiat. Potentiel de développement, naturellement, qui est plus important que sur le site de Pamandzi, puisqu'on pourrait aller au-delà des 1,2 million de passagers qui sont prévus au-delà de 2050. On n'a pas véritablement de contraintes sur du développement économique parce qu'on mobiliserait dès le départ des surfaces plus conséquentes que sur le site de Pamandzi. Dès le départ, on pourrait mobiliser 20 à 25 hectares et aller au-delà ultérieurement. Et puis surtout, on peut utiliser donc ce projet comme levier d'essor de hub économique, de hub logistique avec le port. Alors en termes de dispositions constructives, là je dirais les choses sont plus simples, même si ce n'est pas un chantier classique, parce que ça nécessite quand même des terrassements de l'ordre de 14 millions de mètres cubes. C'est pas un petit chantier de terrassement, c'est un gros chantier de terrassement. Néanmoins, on va équilibrer en fait ce qu'on appelle les déblais et les remblais, c'est-à-dire qu'on a des collines qu'on arrase et on les arrase pour remplir les trous qui sont juste à côté. Et tout ça s'équilibre, ce qui fait qu'on n'a pas des volumes de matériaux à aller chercher à un autre endroit ou alors à mettre à un autre endroit en dépôt. Donc c'est beaucoup plus simple à réaliser et c'est très concentré comme chantier. Ça nécessite le rétablissement de la RD2 puisqu'en fait, vous voyez la plateforme que l'on voit là se situe directement sur la RD2, mais j'y reviendrai sur l'organisation du chantier qui est prévu. Le coût global de cette solution, donc sur Bouyouni, est évalué à 1,2 milliard. Tout l'ensemble, c'est pas que la piste, c'est la piste, c'est l'aéroport complet, c'est le rétablissement de la RD2 qui est dans ce coût également. Enfin, ce rétablissement, c'est plus que du rétablissement, c'est aussi la modernisation de la RD2 de bout en bout depuis le rond-point de Dzoumogné jusqu'au carrefour de Soulou. Voilà, j'en arrive à l'organisation du chantier, puisque la RD2 est quand même un axe important de nord-sud, en particulier pour ce qui arrive du port de Longoni. Donc pendant tout le chantier, on maintiendra la circulation sur la RD2. Donc comment on va faire? La première chose, c'est qu'on va créer, vous voyez là-bas, un pont qui va passer sous la RD2, ce qui fait que les engins de chantier pourront finalement passer sous la piste sans gêner la circulation du tout sur la RD2. Et ça permettra d'accès à la zone qui est marquée en jaune, qui est notre zone d'extraction de matériaux, de bons matériaux qui sont nécessaires pour réaliser le chantier. Une fois qu'on a réalisé l'ouvrage, en fait,
de chaque côté de la RD2, on terrasse notre plateforme, c'est-à-dire on la met à un niveau de chaque côté sans toucher à la RD2. Une fois qu'on a terrassé de chaque côté, on fait une nouvelle RD2 qui est en rouge ici, et on la met en service et la circulation vient sur cette RD2, ce qui nous dégage ensuite tout l'espace, et donc on peut terminer ensuite de travailler sur notre plateforme sans toujours toucher à la circulation sur la RD2. Pour nous, c'était essentiel parce que ça reste un axe stratégique nord-sud pour Mayotte. Alors j'en arrive à la comparaison des deux sites. Alors, il faut savoir qu'il y avait 8 thèmes qui ont été identifiés dans un comité de pilotage que vous voyez ici. Mais surtout, ces 8 thèmes, on les a soumis à un questionnaire sur notre site internet pendant une année. Et on demandait en fait à ceux qui souhaitaient répondre au questionnaire de nous dire quels étaient les 4 thèmes qui leur paraissaient prioritaires parmi les 8 qui sont listés là. Et vous avez le résultat en termes de priorité finalement pour il y en a plusieurs centaines de personnes qui nous ont répondu quand même, ça avait bien marché ce questionnaire. Et donc qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que le thème prioritaire, c'est les principes d'aménagement de l'aéroport et le potentiel de développement. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière ça? 2 choses, la longueur de la piste et le potentiel de développement économique autour de l'aéroport. Le deuxième thème qui arrive, c'est la desserte et l'aménagement du territoire. C'est pas étonnant. Je dirais quand on regarde les problèmes d'accès aujourd'hui vers l'aéroport, que la desserte soit un des sujets prioritaires pour les Mahorais. Mais c'est aussi l'aménagement du territoire, ça c'est aussi un thème qui revient souvent, la volonté de rééquilibrage en fait du développement économique sur Mayotte, notamment sur Grande Terre. Troisième thème, c'est pas une surprise, c'est la ressource en eau, donc préservation de la ressource compte tenu des problèmes d'alimentation en eau. Arrive ensuite, assez rapidement, les risques naturels, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante justement des conséquences que l'on a, notamment du changement climatique sur Mayotte. Et ça, c'était avant Chido, hein, donc c'est pas Chido qui a eu des influences sur le thème risque naturel. Les milieux naturels, donc préservation de la biodiversité. Arrive ensuite, au même niveau que les milieux naturels, la question des matériaux et donc de ne pas épuiser les ressources et de ne pas capter toute la ressource pour le chantier de piste longue au détriment des autres chantiers sur Mayotte. Le coût et la socio-économie. Et arrive en dernier, les activités humaines à l'intérieur duquel, certains ont trouvé certainement ça un peu surprenant, mais il y a l'agriculture dedans, donc comme thème qui arrive en dernier finalement des priorités. Moi-même j'étais un peu surpris, mais c'est le résultat des réponses au questionnaire. Alors si on reprend thème par thème maintenant les éléments de comparaison. Le premier point, c'est les principes d'aménagement et le potentiel de développement économique. J'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais la différence entre les deux sites, c'est que Pamandzi, c'est 2600 mètres de piste avec 90 mètres fusibles au tsunami et pas possibilité d'aller au-delà, alors que Bouilloni, on a 2130 mètres qui permet d'accueillir tous les aéronefs qui sont prévus en pleine charge. Une plateforme aéroportuaire qui permet plus de développement à la fois aéronautique mais aussi économique sur Bouilloni que sur Pamandzi. Et aussi donc l'avantage de la proximité avec le port pour Bouilloni qui permet donc de trouver des synergies pour développer un hub économique et logistique. Sur le second thème, la desserte et l'aménagement du territoire, je m'attarde un petit peu sur le sujet desserte, parce que c'est quand même un sujet important. Il ne faudrait pas qu'en déplaçant l'aéroport, on détériore les choses. En fait, c'est l'inverse. Alors, comment on a fait pour faire ça, pour regarder ce sujet-là? On a mené vraiment une étude complète sur les déplacements. La première chose, c'est une étude qui est basée sur un modèle de trafic qui prend en compte les évolutions futures jusqu'à la mise en service, donc on va dire 2035, c'est l'horizon qu'on s'est donné. Donc un trafic qui prend en compte les aménagements tels que la déviation de Combagny, celle de Dzoumogné, le caribus dans sa totalité, mais aussi le développement des zones d'activité, là où elles sont envisagées aujourd'hui. C'est important pour voir justement les modifications de flux qu'il peut y avoir par rapport au trajet domicile-travail. En plus de ça, donc, on a réalisé des comptages routiers, mais aussi des mesures de temps de parcours sur l'ensemble des axes, et aussi une enquête auprès des passagers aériens. Alors, je m'arrête un petit peu sur cette enquête.
À travers cette enquête, on a demandé notamment qu'est-ce qui était prioritaire pour les passagers aériens dans leur déplacement. Priorité 1 qui a été donnée, c'est la durée du temps d'accès à l'aéroport. Deuxième, c'est la fiabilité du temps d'accès. On voit très bien quand même les préoccupations qui sont aujourd'hui réelles à travers ces deux critères. Arrive seulement en troisième, je dirais, l'aspect pratique de transport des bagages. Et en dernier, le coût du transport. Donc à partir de ça, ce qu'on a regardé, les premiers critères, c'est le temps de parcours et la fiabilité du temps de parcours. Donc on a simulé à l'horizon de la mise en service de l'aéroport, que ce soit sur Pamandzi ou sur Buyuni Msangamouji, les temps de parcours qu'il y aurait en moyenne. Vous les voyez sur les cartes. À gauche, c'est Pamandzi, à gauche, c'est Buyuni. La différence entre la couleur verte et couleur orange-rouge, la différence, elle se fait à partir d'1 heure et demie de trajet. Et vous avez, donc sur Pamandzi, horizon 2035, vous allez jusqu'à des temps de parcours qui vont au-delà de 3h30 pour l'extrémité sud de Mayotte. Et on voit très bien que je dirais, toute la partie finalement de Grande Terre se trouve quasiment en rouge partout, donc c'est-à-dire avec des délais de route très importants pour rejoindre l'aéroport à Pamandzi, des délais de route uniquement par la route, je parle pas encore des transports en commun. Et finalement, là où c'est simple, quand c'est sur Pamandzi, c'est une évidence, mais c'est si on est sur Petite Terre. Voilà. Et également sur Mamoudzou, mais on voit comparativement par rapport à Buyuni, même si on est sur Mamoudzou, finalement on aura le même temps de parcours pour rejoindre l'aéroport de Buyuni. Par contre, vous voyez bien que pour tout Grande Terre, naturellement, le temps de parcours, il est beaucoup plus faible et il est beaucoup plus fiable également. L'autre point qui est ressorti à travers cette étude, c'est que finalement le trafic qui est lié à l'aéroport, il est relativement faible par rapport à tout le trafic que l'on a sur les routes de Mayotte. C'est environ 5% du trafic et pas plus. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Sur la barge aussi, on verra après, mais c'est seulement 10 à 15% du trafic sur la barge qui est lié à l'aéroport. Et je ne parle pas uniquement des passagers aériens, je parle aussi des employés qui vont travailler sur l'aéroport. Donc il faut bien avoir en tête, et ça c'est souvent une idée fausse que l'on a, l'aéroport ne gère pas beaucoup de trafic par rapport à tout le trafic que l'on peut avoir sur Mayotte, sachant que l'essentiel, ça reste le domicile-travail, et largement devant les déplacements finalement occasionnels pour aller à l'aéroport. Alors je dis 5% à peu près sur les routes, sauf sur vraiment les routes où on arrive à côté de l'aéroport où le trafic est plus important. Et donc, sur le projet, par exemple, sur Buyuni, naturellement, ça justifie de réaménager complètement la RD2. Alors, toujours sur le thème de la desserte, on a testé aussi des transports en commun qui sont prévus aujourd'hui au plan général de transport et déplacement de Mayotte. À travers notre enquête usagée, déjà la première chose, c'est on leur a demandé quel pourrait être leur mode préférentiel pour accéder à l'aéroport, dans l'un ou l'autre des sites, que ce soit Pamandzi ou Buyuni Msangamouji. Ce qui ressort, c'est en priorité avoir des dessertes maritimes express, c'est-à-dire c'est pas des barges pour mettre les voitures, c'est dessertes maritimes rapides, piétons uniquement. C'est ça ce qui ressort comme souhait. Ensuite, on va retrouver les barges. En troisième, de tête, on retrouve les projets de téléphérique. Donc ça, c'est important. Et donc, on a testé et on a regardé comment on pourrait s'organiser finalement ces dessertes maritimes express, à partir d'où, vers quel terminal. Donc, il y en a déjà deux, je dirais, qui existent. Il y en a un, c'est Petite Terre. L'autre, c'est le PEM de Mamoudzou qui est en cours d'aménagement. Et donc, on a regardé où positionner, tel que c'est prévu d'ailleurs au PGTD, où positionner un nouveau terminal dans la partie sud, et donc c'est à Jangois, qu'on a identifié. Et dans la partie nord, on a regardé finalement tous les sites possibles entre Bandrabois et Longoni. Il y a 4 sites qui ont été identifiés, qui ont été comparés, et celui qui paraît le meilleur d'un grand nombre de critères, il est placé en fait plus proche de Bandrabois, il est entre Bandrabois et Dzoumonier. Et donc on a testé ces liaisons maritimes donc entre ces différents terminaux, donc Mamoudzou, Petite Terre, Ajangois et puis Bandrabois, et on a regardé finalement ce que ça donnait en termes de desserte.
Alors, naturellement, ça améliore les choses, hein. Ça, c'est très net en termes de déplacement et de temps de parcours, ça améliore les choses. Néanmoins, Bouyouni reste encore avec une desserte meilleure, y compris avec des transports en commun, même si la route est déjà finalement performante pour aller sur Bouyouni. L'autre élément aussi que l'on a regardé, c'est est-ce que, en déplaçant l'aéroport sur Bouyouni, est-ce que ça a des conséquences sur les projets qui sont en cours de développement? La réponse, c'est que ça n'a pas de conséquences. Pourquoi? Caribus, que l'aéroport soit à un endroit ou à un autre, ça ne change rien. Les transports interurbains, ils sont justifiés, comme je disais, de toute manière par les autres trafics, et les transports liés à l'aéroport restent une part faible, finalement, dans les besoins de transport interurbain. Le boulevard urbain de Mamoudzou, c'est pareil, il a sa justification propre, et ce n'est pas l'aéroport qui va changer quelque chose par rapport au boulevard urbain de Mamoudzou. Les liaisons maritimes, nous on les a testées pour l'aéroport, mais c'est des liaisons maritimes qui ne seraient pas dédiées à la desserte de l'aéroport, hein. C'est des liaisons maritimes qui pourraient être utilisées naturellement pour les déplacements quotidiens. Donc là aussi, dans ces projets-là, ça ne remet pas en cause les liaisons maritimes. Par contre, il y a un point important, donc le conseil départemental étudie un projet de liaison par téléphérique entre Petite Terre et Grande Terre. Si la piste longue se faisait sur Petite Terre, ce projet ne serait pas possible, parce qu'en fait, le téléphérique se trouverait dans les servitudes aéronautiques de la piste longue. Par contre, en déplaçant effectivement l'aéroport sur Grande Terre, là, c'est tout à fait faisable de faire une liaison par téléphérique entre Petite Terre et Grande Terre. Voilà, donc sur le sujet desserte, en résumé, que ça soit par la route, mais y compris en rajoutant les transports en commun qui sont prévus aujourd'hui au PGTD, la desserte sur Bouyouni sera naturellement plus simple et plus fiable que sur le site de Pamandzi. J'en viens maintenant à l'aménagement du territoire. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a regardé ce que donnerait finalement le déplacement de l'aéroport de Bouyouni par rapport aux orientations stratégiques qui sont définies aujourd'hui dans le projet de SAR. Donc c'est pas nous qui avons défini les priorités, hein, les orientations, c'est celles qui figurent dans le projet de SAR, et on a regardé si ça répondait bien ou pas aux orientations. Le premier constat, c'est qu'il y a la volonté de rééquilibrage du territoire, et notamment en faisant du développement de Grande Terre dans la partie nord, enfin, on va dire sur la moitié du flanc ouest de Grande Terre. Et donc, avec le développement du port, tout ça, c'est un développement cohérent, et le déplacement de l'aéroport serait un levier, en fait, un accélérateur pour ce rééquilibrage du territoire. Je l'ai déjà dit, mais en synergie avec le port, ça permettrait de développer aussi le hub économique régional au débouché du canal du Mozambique. Autre point important aussi d'un point de vue environnemental, quand on regarde un peu la carte environnementale qui est prévue au SAR, donc on a regardé quels étaient l'impact. Globalement, en fait, il y a moins d'impact avec le projet sur Bouyouni qu'avec le projet sur le site de Pamandzi. La différence, elle est claire, hein, elle est essentiellement liée notamment à l'impact du site de Pamandzi sur le milieu marin, qu'on n'a absolument pas naturellement sur Bouyouni. Et j'y reviendrai tout à l'heure un peu dans le thème environnement. Par contre, à l'inverse, ça c'est clair, sur le plan agricole, il y a plus d'impact naturellement sur Bouyouni que sur Pamandzi, mais l'impact n'est pas nul sur Pamandzi, je le redis, c'est pas parce qu'on construit une nouvelle piste dans le lagon qu'il n'y a pas d'impact sur l'agriculture. Pourquoi ? Pour réaliser le chantier sur Pamandzi, il faut mobiliser sur terre une centaine d'hectares agricoles. Donc d'un côté, on a à peu près 300 hectares sur Bouyouni, et 100 hectares sur le site de Pamandzi. Ça, c'est important de l'avoir en tête. J'entends souvent le fait de dire « oui, mais Pamandzi, il n'y a pas de problème avec l'agriculture ». Si, il y a 100 hectares, pareil, où il y a un impact et qu'il faut traiter aussi. L'autre point aussi, et c'est une partie de réponse peut-être à vos inquiétudes, mais je pense que Monsieur le Préfet, on y reviendra un peu à la fin, sur l'impact sur Petite Terre. Donc on a évalué aussi un peu dans l'étude socio-économique quel impact il pouvait y avoir sur l'économie de Petite Terre, et surtout, est-ce que cet impact pouvait être compensé par une reconversion du site en fait, de l'aéroport ? La réponse est oui,
Et ça pourrait être justement, et c'est des réflexions qui sont menées, mais ça pourrait être un pôle générateur d'emplois plus important que l'aéroport aujourd'hui. Il faut savoir que l'aéroport, c'est à peu près une centaine d'hectares. Sauf qu'il y en a quand même une bonne partie qui sont mobilisés pour la piste, pour des stationnements avions, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas utilisés véritablement pour du développement économique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, pour du développement économique, les surfaces sont extrêmement réduites autour de l'aéroport. Donc, on pourrait, et on a réfléchi un peu, mais ce sera des choses à développer, naturellement, qui pourrait avoir un pôle générateur d'emplois lié aux usages du littoral, à l'enseignement, recherche, en particulier lié au sujet volcanique, au sujet sismique, puisqu'on est bien dans le thème sur Petite Terre, et pas seulement au niveau de l'aéroport, c'est aussi en lien avec Diani, ainsi de suite. Également le développement d'activités touristiques, qui pourrait être en lien avec toute cette frange est finalement de Petite Terre, en partant des Badamiers, en rejoignant Moya, Petit Moya et l'extrémité de la piste, qui pourrait être maintenue par exemple pour des activités touristiques de survol par hélicoptère de Petite Terre et de Grande Terre. Et également développer un secteur qui pourrait être occupé par du développement urbain, parce qu'il y a aussi des besoins en termes de développement urbain pour Petite Terre. Voilà. Donc ça, si je dirais, c'est des grandes idées que l'on a regardées, en tout cas pour la réutilisation du site. Mais c'était simplement dans l'objectif de voir si effectivement il pouvait y avoir un pôle générateur d'emplois supérieur à l'aéroport, et c'est le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Il y aura des réflexions à mener sur le sujet. Mais en tout cas, c'est faisable, et c'est faisable d'avoir une activité économique plus importante que l'aéroport. Donc là aussi, globalement, sur le thème desserte, aménagement du territoire, c'est un thème qui est favorable à Buyuni-Msangamouji, parce que non seulement il permet du développement, du rééquilibrage du développement sur Grande Terre, mais il dégage de l'espace pour des nouvelles activités sur Petite Terre. J'en arrive au sujet ressources en eau et qualité des eaux, donc sujet important. Je dirais globalement, les deux sites sont concernés par les sujets d'eau. Mais je dirais pour résumer, on le voit sur Buyuni-Msangamouji. La première chose, c'est qu'on n'impacte aucun périmètre protégé pour la ressource en eau. On est vraiment à côté. Donc ça veut dire qu'on n'impacte pas directement les ressources qui sont utilisées aujourd'hui pour l'alimentation en eau potable. Ensuite, on a regardé si on allait, notamment en zone de déblai, on a allé dans les nappes. On ne va pas dans les nappes, on reste au-dessus des nappes, donc pas d'impact direct sur les nappes. Sur les eaux superficielles, naturellement, on rétablira tous les cours d'eau. Donc sur les eaux superficielles, normalement, il n'y a pas d'impact. Il y a le sujet imperméabilisation qui existe forcément sur un aéroport. Et comment on le traitera? On le traitera de plusieurs manières. Ça, on verra en fonction des secteurs. Peut-être des secteurs où il faudra renvoyer l'eau après traitement dans les cours d'eau, mais il y a d'autres secteurs que l'on prévoit d'ores et déjà dans le projet, des secteurs où on prévoit des puits d'infiltration. C'est-à-dire c'est tout simplement l'eau que l'on collecte sur la plateforme, on la traite et ensuite on va la mettre en profondeur pour qu'elle recharge des nappes. L'autre élément aussi, en termes de besoins pour l'aéroport, ce que l'on prévoit, c'est dès le début du chantier, parce qu'on a des besoins d'eau pour réaliser le chantier, on en a besoin quand l'aéroport est en fonction, mais on en a surtout besoin quand l'aéroport est en chantier. Donc on prévoit dès le début la création d'une petite retenue collinaire qui serait dédiée donc au départ au chantier, qui ensuite pourrait être utilisée pour l'alimentation de l'aéroport, mais pas seulement, parce que ça serait dimensionné plus que les besoins de l'aéroport, donc ça pourrait être utilisé pour d'autres usages, et dans les d'autres usages du secteur, il pourrait y avoir par exemple l'agriculture. Voilà, donc finalement sur Buyuni, oui, c'est un secteur qui est concerné, mais finalement on sait traiter les sujets avec des dispositions qui peuvent être favorables. J'ai oublié aussi dans les mesures par rapport à l'imperméabilisation, on prévoit des mesures compensatoires de reboisement aussi, de reforestation de différents secteurs qu'il faudra identifier, les secteurs qui sont les plus propices justement à ce type d'action. Donc on sait traiter les sujets sur Buyuni. Le sujet sur Pamandzi, c'est la prise d'eau de l'usine de dessalement. Pourquoi c'est un sujet pour nous? Vous voyez, on est à côté et il y a des risques de pollution quand on va réaliser les travaux. Les risques de pollution, c'est à travers des matériaux qui vont se disperser dans le lagon, donc de l'eau qui va être chargée en
en particules fines, on va dire, et qui vont créer de la turbidité, qui va être auprès de la prise d'eau de l'usine de dessalement. Et c'est quoi les conséquences dans ces cas-là? Si l'eau est trop chargée, on arrête le chantier, mais aussi on arrête l'usine de dessalement. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet pour nous, un gros risque en période de chantier. Bon, on peut l'avoir aussi naturellement en période d'exploitation, avec des hydrocarbures, des choses comme ça, mais le risque, il est plutôt en période de chantier. Et ça, c'est fondamental pour nous. Voilà, sur le sujet de l'eau. Les risques naturels, bon, je vais pas trop y revenir sur le sujet de Pamandzi. Je crois que j'ai suffisamment développé le sujet tout à l'heure. Simplement pour dire sur Bouilloni, comme partout sur Mayotte, il y a des risques de glissement de terrain, mais ça, on le gère de toute manière par rapport, nous, aux projets que l'on a à travers les terrassements. On sait prendre des dispositions pour éviter ces glissements. On en a aussi sur Pamandzi, notamment sur les sites d'extraction de matériaux. Je pense y compris sur Petite Terre, où on a des risques d'éboulement de chute de pierres, notamment sur la colline de l'abattoir. Voilà. Et sur le site de Bouilloni, le risque d'inondation qui est lié finalement aux eaux superficielles, on saura le traiter en dimensionnant correctement les ouvrages de rétablissement des cours d'eau. Donc finalement, sur le risque naturel, naturellement, ce n'est pas une surprise que je vous dise que le site de Pamandzi est bien plus contraignant que le site de Bouilloni. Puisque le site de Pamandzi, c'est probablement le site le plus exposé au risque naturel de tout Mayotte aujourd'hui. Tout le site de l'aéroport. Alors les milieux naturels et le cadre de vie des habitants, je vais commencer par le cadre de vie des habitants. Là aussi, une différence fondamentale entre les deux projets. Aujourd'hui, vous savez bien que tous les avions survolent la zone urbaine dans Pamandzi. Avec le projet piste longue sur Pamandzi, ils survoleront moins, mais il y aura toujours une grande partie quand même de la population, notamment de tout le littoral de Pamandzi, qui sera concernée par les nuisances sonores. Et il y aura des nouveaux secteurs qui seront concernés par des nuisances sonores, notamment tout le secteur de l'îlot Fungoujou et un peu aussi le secteur du Rocher. Sur Bouilloni, c'est très simple, c'est qu'il n'y a aucune habitation dans toute la zone. Les zones, c'est ce qui est entouré en bleu et à l'intérieur. Plus vous avez à l'intérieur, le rouge, c'est là où il y a le plus de bruit en fait. Sur Bouilloni, en fait, toute cette zone, y compris les zones bleues, vous n'avez aucune habitation, c'est-à-dire qu'en fait les avions au nord passent entre Dzoumonier et puis Bouilloni, et au sud entre Tsingoni et Msangamouji. Mais il n'y a pas de survol de zone habitée. Et puis l'autre avantage, c'est que quand on transfère naturellement tous les avions sur Bouilloni, il n'y a plus de nuisance sur Petite Terre. Donc pour le cadre de vie des habitants, là c'est bien plus important, à la fois pour les nuisances, mais aussi pour les contraintes en matière d'urbanisme. Contraintes en matière d'urbanisme, il n'y en aurait pas sur Bouilloni, puisque comme je disais, on n'est pas au-dessus de zones urbaines. Et naturellement, on lève les contraintes sur Petite Terre qu'il y a aujourd'hui en matière de servitude aéronautique. Le deuxième point, donc sur les milieux naturels terrestres. Donc on a comparé les deux sites. La conclusion des spécialistes sur le sujet, c'est naturellement les deux sites sont impactants, bien que quand on regarde le sujet de la faune essentiellement, on s'aperçoit quand même ces deux milieux qui sont largement déjà anthropisés, l'un par l'activité aéroportuaire et l'autre par l'activité agricole. Donc finalement, par exemple sur Bouilloni, en espèces protégées végétales, il y en a très peu, on les rencontre plutôt juste à côté des cours d'eau. Sur le reste, il n'y en a pas ou il n'y en a plus. Donc deux sites qui sont à peu près équivalents sur la partie terrestre, avec des impacts qui sont non négligeables, qu'il faudra traiter avec des mesures, notamment des mesures compensatoires. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est capable de mettre en place des mesures compensatoires par rapport aux impacts que l'on aura. Et là, j'en viens au troisième milieu, qui est le milieu marin, où là, les choses sont totalement différentes. Déjà, il n'y a que le site de Pamandzi qui est concerné avec des impacts majeurs sur le milieu marin, mais aussi des impacts majeurs pour lesquels on a du mal à définir des mesures compensatoires efficaces. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence
entre le milieu marin et le milieu terrestre, comme je dis, des équivalents sur le milieu terrestre. Par contre, sur le milieu marin, là, le projet sur Pamandzi est bien plus défavorable. Donc là aussi, sur ce thème, globalement, je vais qualifier d'environnement, le site de Bouilloni est plus favorable que le site de Pamandzi. Les besoins en ressources en matériaux. Donc globalement, il faut voir que sur les deux chantiers, il y a besoin environ de 3 à 4 millions de mètres cubes de matériaux, à la fois de remblai ou pour les ouvrages en béton, ainsi de suite. Donc comment ça se passe ? Sur Petite Terre, j'ai déjà indiqué tout à l'heure, en fait, les matériaux de moyenne qualité, on pourrait les prendre sur Petite Terre, dans les collines du four à chaud et collines de l'abattoir. Par contre, les bons matériaux, notamment pour les bétons et tous les bétons, notamment de la dalle sur pilotis, il faut aller les chercher sur Grande Terre. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et comme je disais tout à l'heure, il faut créer des nouvelles infrastructures portuaires, routières, pour assurer le transit de tous ces matériaux. Mais ce n'est pas seulement le transit des matériaux, c'est que notamment au four à chaud, il va falloir créer une plateforme sur le lagon pour pouvoir fabriquer aussi tous les éléments en béton qui vont rentrer dans l'ouvrage. Donc là, c'est une contrainte très forte aussi en matière d'organisation du chantier et d'alimentation en matériaux. Sur le site de Bouilloni, les choses sont beaucoup plus simples, puisqu'en fait, on n'a besoin que d'un seul site qui est situé sur le mont Mlima à Mahojani, qui se situe donc à peu près entre 2 et 3 km du site de la plateforme, avec une piste qui serait aménagée entre les deux, une piste de chantier. Et donc on voit bien qu'on est dans un chantier fermé, pas d'interaction avec la circulation, donc les choses sont beaucoup plus simples. Ce qui est compliqué sur le site de Pamandzi, c'est le fait de devoir faire venir des matériaux de Grande Terre, parce qu'au-delà de la création des infrastructures, on est certain qu'il y aura des interruptions de provisionnement des matériaux dans certaines périodes parce qu'il y aura trop de houle, parce que les conditions ne seront pas réunies au niveau maritime pour faire le transport. Donc il y a des forts risques en fait, de rupture à un moment donné d'approvisionnement du chantier sur le site de Pamandzi. Voilà, donc pareil, donc sur le sujet des matériaux, le site de Bouilloni naturellement est largement plus favorable et beaucoup plus simple en termes de réalisation. Sur les activités humaines, alors je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le premier sujet c'est l'agriculture, où il y a des impacts qui sont importants et plus importants naturellement sur le site de Bouilloni compte tenu des surfaces à mobiliser. Et c'est des choses qu'il faudra traiter dès le départ en fait, du chantier, en mettant les mesures compensatoires qui vont traiter justement ce sujet d'impact agricole. Alors, dans les mesures, il y aura des recherches. Bon, déjà, des différents contextes que j'ai eu, des fois il y a des personnes qui souhaitent vendre leur terrain, voilà, tout simplement pour arrêter l'activité agricole. Donc il y aura d'achat des terrains avec des indemnités. Il y aura également ceux qui voudront continuer l'activité, donc il y aura des recherches et des échanges de terrains par rapport à ceux qui auront des terrains dans l'emprise, voir si on peut échanger avec des terrains qui sont hors emprise. Et puis le troisième élément, c'est aussi... il y en a 4 en fait. Le troisième, c'est la première chose, c'est une fois que le chantier sera terminé, on va regarder toutes les surfaces qui peuvent être rendues à l'agriculture. C'est-à-dire il y a des surfaces dont on a besoin pendant le chantier, obligatoirement, pour faire des terrassements, mais qu'éventuellement, après, à l'issue du chantier, on peut sortir de l'emprise et les remettre finalement à l'agriculture. Donc ça, ce sera aussi un point. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle les mesures de compensation collective. C'est-à-dire que le projet participera financièrement à des compensations à travers des appels à projets qui seront menés. Et c'est le projet lui-même qui apportera de l'argent en fait, pour aider à la structuration d'exploitations agricoles et au développement de l'agriculture. Voilà. Après, il y a c'est plus anecdotique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques petits impacts en matière touristique, à la fois sur Pamandzi et sur Bouilloni. L'un pour les activités en mer, et puis l'autre plutôt pour les randonnées. Mais je ne vais pas développer ça, c'est tellement anecdotique par rapport au sujet agricole que ça ne me semble pas nécessaire. Donc sur ce thème-là, le site de Pamandzi, naturellement, est plus favorable compte tenu de son impact plus faible, mais pas nul sur les sujets agricoles. J'en arrive au coût et socio-économie. Alors là, il y a une différence énorme en fait, entre les deux projets. La première chose, par contre, qu'il faut relever dans l'étude socio-économique que l'on a menée, c'est que la piste longue
apporte des gains notables pour les usagers. Et c'est quand même ça ce qui est recherché à la base. Quel que soit l'emplacement, hein, c'est le principe même de la piste longue, avec une augmentation des fréquences, des réductions de temps de vol et aussi des réductions sur le prix des billets. Avec naturellement, mais j'ai déjà dit, des perspectives de développement qui sont plus importantes sur le site de Bouilloni. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est les impacts naturellement en période de travaux. Je l'ai dit sur le site de Pamandzi, fermeture de l'aéroport pendant 1 an et demi, pas de vol direct obligatoirement, passage par la Réunion pendant 3 ans. Sur Bouilloni, il n'y a aucun impact sur l'exploitation aéronautique. L'aéroport pourra fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui tout le temps des travaux jusqu'à la mise en service du nouvel aéroport. Aucun impact donc sur l'activité aéronautique. Le montant de l'investissement, fondamentalement différent, 7 milliards d'un côté, 1,2 milliard pour Bouilloni. En termes de durée de travaux, c'est à peu près équivalent, donc des dates de mise en service équivalentes. Compte tenu notamment du coût du projet, on a des indicateurs socio-économiques qui sont franchement pas bons pour le site de Pamandzi, puisqu'on a des rentabilités qui sont négatives et qui sont plutôt bons en fait sur Bouilloni. C'est là qu'on retrouve tout l'intérêt pour les usagers. C'est quand même assez rare qu'on obtienne des rentabilités de 14,2% pour des investissements. Et tout ça, c'est lié justement, alors il y a le montant de l'investissement qui intervient dedans, mais plutôt en négatif, mais ce qui vient en positif, c'est l'intérêt pour les usagers surtout. Voilà, donc naturellement sur ce thème, le site de Bouilloni est largement favorable et le site de Pamandzi est plutôt en noir sur ce sujet-là. Je crois que je peux le dire comme ça, de par notamment son coût et les durées d'arrêt d'exploitation de l'aéroport. Voilà la synthèse globalement de la comparaison. Vous retrouvez donc tous les thèmes que j'ai listés, que je vous ai commentés à l'instant, et là une appréciation qui est faite sur chaque thème. Bon, la première chose que l'on voit nettement tout de suite, c'est que le site de Pamandzi est plus défavorable sur tous les thèmes que le site de Bouilloni Msangamouji, sauf un, c'est sur le sujet agricole, les activités humaines. Et puis le point noir sur le site de Pamandzi, donc, qui est à la fois le coût, mais aussi l'impact sur l'exploitation aérienne, la fermeture de l'aéroport ou les restrictions en matière de circulation aérienne sur l'aéroport. Voilà un peu, donc, la conclusion, elle est claire sur le sujet quand on regarde cette comparaison. Alors, les prochaines étapes maintenant du projet, qu'est-ce qui est envisagé pour la suite? Donc, j'irai dès maintenant, dès cette année. On va clore la concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public, donc fin août et donc en septembre. Donc, on va clore toute cette phase qui nous permettra d'enchaîner ensuite sur des enquêtes publiques, en fait. Donc ça, c'est prévu septembre. On va débuter dès maintenant les acquisitions foncières. Ensuite, une mise en place d'un comité de projet attractivité de Petite Terre. Donc, Monsieur le Préfet, je vous laisserai peut-être aborder un peu plus ce sujet donc, de comité de projet attractivité de Petite Terre. L'année prochaine, en 2026, donc, déclaration d'utilité publique du projet. Le lancement du processus d'autorisation environnementale et la poursuite naturellement des acquisitions foncières. Tout ça avec un démarrage de travaux qui est prévu donc début 2027. Voilà. Et ensuite, à partir de 2027, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une durée de travaux qui est prévue sur 9 ans à peu près, quoi. Voilà un peu globalement ce que je pouvais vous dire sur l'état en fait des études, sur les 2 sites, sur les justifications finalement des orientations qui ont été données par le président de la République et quelques perspectives pour l'avenir du projet et l'avenir immédiat, puisque nous, l'objectif de début des travaux en 2027, il est très clair et on s'y tiendra. Voilà. Donc, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à des questions, sauf si Monsieur le Préfet voulait ajouter quelque chose.
Non, d'abord un grand merci pour l'exhaustivité de cette présentation qui est le fruit des rapports de la DGAC, lesquels rapports ont été transmis à l'ensemble des élus qui en ont pris connaissance, je l'espère. En tout cas, j'ai eu des retours, notamment des élus nationaux, députés et sénateurs, qui nous ont dit avoir reçu ce document. Et donc, c'est important que nous ayons, sur ce sujet-là, au moins le partage d'une information globale. Et donc, je pense que c'est important de revenir sur ces études qui sont extrêmement poussées, qui sont précises, qui ont joué un rôle important dans la compréhension du dossier par le président de la République. Et si le président de la République, à l'occasion de son déplacement, a identifié comme solution de piste longue le projet de Bouillonny, c'est parce qu'il a justement pris en compte l'ensemble de ces rapports techniques de la DGAC pour se forger une opinion et au fond être éclairé sur un choix politique et un choix de projet politique. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en conclusion, en tout cas en termes de débat. Mais peut-être y a-t-il dans la salle des questions, des interrogations, des compléments sur ce qui vient d'être dit, des angles morts qui n'auraient pas été évoqués, et puis peut-être revenir sur les 2-3 points de calendrier que nous serions amenés à proposer à la Société mahoraise dans les prochaines semaines pour continuer à avancer sur ce projet.